Bonjour. Bonjour. Merci. On a quelques minutes ensemble pour le podcast qu'on fait avec Camping Car Park sur les maires et sur la vie d'un maire, et notamment la vie des maires qui gèrent des communes avec des problématiques et des sujets qui sont touristiques et autour de l'attractivité territoriale. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter en quelques minutes de manière succincte, comme vous avez envie, vous donner la facette la plus, Pas de souci. celle que vous préférez? Eh ben, écoutez, Alain Becquet, moi je suis maire donc de la commune de Sœurs depuis 2014, dans ma vie Où est-ce que c'est en Côte d'Or, Voilà. en Bourgogne-Même-Franche-Comté, le conseiller régional que je suis, je précise. Et donc, dans ma vie professionnelle, donc je suis cadre supérieur à la Poste, je suis développeur colis logistique. Et puis, en fait, en 2008, je me suis présenté, on est venu me chercher pour me présenter à une élection. J'étais pas forcément, en fait, mon avenir de me voir maire un jour. Et puis dans la commune de Sœurs, je trouvais que, ayant 3 garçons, je trouvais qu'il manquait des équipements pour les gamins, etc. Voilà, donc j'ai eu envie de m'investir au début pour la jeunesse, quoi, pour essayer de monter des structures dans des quartiers, un city sport, un skatepark par exemple. Puis c'était un des projets que le maire voulait suivre en 2008, donc du coup j'ai accepté d'être sur la liste, simple conseiller. Et puis, au fil des années, de démission, je suis passé adjoint aux travaux, urbanisme. Et puis, en 2014, l'ancien maire m'a poussé pour que je prenne la succession. Donc, voilà. Donc là, il y a combien d'habitants dans votre commune? 2400 habitants. Ok. Ouais, donc ça reste des communes où on est quand même bien occupé, hein, pour le coup, non? Oui, on est bien occupé. Et puis, il y a aussi l'intercommunalité qui a un grand rôle, hein. Moi, je suis vice-président à l'économie. Et donc, c'est important, en fait, d'avoir les bons pavés ou les bons domaines de compétences, hein, pour pouvoir développer sa commune. En 2014, moi, quand j'étais élu maire, les campings, par exemple, de Sœurs, sur l'aspect touristique, étaient quasi en faillite. C'était l'association qui gérait pour la commune. Elle a mal fait le job. Donc, j'ai dit, je reprends tout. Voilà, je pense que c'est la fibre commerciale qui a fait que j'ai des bons membres dans mon équipe aussi. Donc, il y avait des gestionnaires. J'ai dit, allez, on reprend ça, on essaye de redynamiser le camping. On avait 2 campings, hein, au centre-ville. D'ailleurs, un qu'on a fait passer chez vous après de longues années de réflexion, donc 3 ans de réflexion, 3 ans d'études. On s'est dit, on franchit le cap, il faut qu'il y en ait un qui soit autonome, qu'on évite les frais de personnel. On gère un peu comme une entreprise, hein, il faut dire les choses. Aujourd'hui, on peut pas dire que les finances publiques, c'est les vaches grasses, c'est plutôt les vaches maigres. Donc, il faut se réinventer tout le temps, il faut essayer de trouver de nouvelles recettes. C'est ce qu'on a fait. Du coup, le fait de confier à un prestataire ce site-là, ça nous a permis d'investir plus massivement dans le camping. On a 3 étoiles, qui accueille quand même beaucoup plus, qui a beaucoup plus d'emplacements, qui est plus vaste, avec un espace aquatique qui est juste à côté, donc et qui a été refait à neuf donc par la communauté de communes cette année, donc en 2024. Donc tout ça, ça concourt dans le bon sens. Aujourd'hui, avant, on prenait de l'argent du budget principal pour équilibrer le camping. Donc, si vous faites ça, vous avez moins d'argent pour investir dans votre commune. Et du coup, on a été quand même, les finances ont été positives assez rapidement sur les campings. On a mis vraiment une stratégie en place. Et puis derrière, du coup, plus de fonctions sur le budget principal. Les campings, on peut investir avec l'argent qu'on gagne avec. Et puis, les économies de fonctionnement, les investit dans la commune. Et ça, je pense que ça s'est vu tout de suite. Parce qu'on a quand même, moi, ce qui me porte vraiment, c'est de faire des projets. Et on a quand même fait un projet de revitalisation de centre-bourg de la commune de Sœurs, hein, qui était en perte démographique depuis la fermeture d'une grande usine qu'on avait, Thomson, qui avait 400 emplois. Donc, quand elle a fermé en 2002, c'était un peu la mort de la commune. C'était un petit peu la descente infernale qui s'est prolongée pendant des années. Et puis, en 2016, on a fait ce dossier de revitalisation de centre-bourg, accompagné par la région notamment. Les autres collectivités ont suivi derrière, et notamment l'État aussi. Et puis, ça nous a permis d'avoir une stratégie à 10 ans. On avait appelé ça à l'époque Cap sur Sœurs 2025. Cette stratégie qu'on a planifiée avec des projets précis, autant sur l'urbanisme, l'habitat. Tout à l'heure, vous voyez, je suis au salon. Tout à l'heure, j'étais chez AGV parce qu'on a un projet de construction de maison senior qui tarde à démarrer alors que tous les voyants sont ouverts de notre côté municipalité. Elle avait tout ce qu'il fallait. Donc voilà, donc on se bat sur beaucoup de fronts, mais donc il y a effectivement l'aspect touristique, économique, et puis l'aspect d'attirer des habitants, parce que quand vous avez un vieux centre-bourg avec des maisons ou des appartements qui sont très anciennes, hein, certaines datent de 1500, 1600, donc il y a beaucoup de réhabilitation. Alors aujourd'hui on parle d'écologie, c'est hyper compliqué de trouver des bailleurs, et la commune ne peut pas tout faire. C'est hyper compliqué de trouver des bailleurs pour remettre aux normes ces habitats, donc on a mis des aides en place dans notre commune, des primes primo-accédants pour attirer les nouveaux arrivants, des primes à la façade pour rénover la façade, parce que c'était bien de traiter le centre-ville, de traiter les quais. On a fait 2 projets à hauteur de quasi 3 millions pour vraiment redonner un coup de fouet à la ville. Et donc, l'idée, c'était aussi de dire aux gens, allez-y, venez avec nous,
investissez de votre côté, vous êtes propriétaire, mettez un peu d'argent sur la table. Nous, en plus, on viendra compléter. Et on a mis des aides à façade qui pouvaient monter à 40%. Donc, par le passé, il y avait des aides à 200-300 euros sur les façades. Il n'y avait aucun impact parce que l'impact n'était pas assez fort. Mais quand on commence à donner 2, 3, 4 000 euros, hein, là, c'est un partenariat avec la Comcom. Et ça a pris, la mayonnaise a pris en 5-6 ans. Nous, il y a, dans un périmètre restreint, parce qu'on ne peut pas le faire sur toute la ville, mais dans un périmètre de 5-6 rues, là où il y avait vraiment les commerces, là où c'était le plus, on va dire, problématique. Il y a quasiment 55. Je pense qu'on va atteindre les 60 façades rénovées à la fin de l'année. Et ça vous apporte quoi d'avoir des façades rénovées, etc. D'un point de vue ce que nous apporte, c'est important parce que on a refait le centre-ville, on a mis des millions pour refaire le stationnement, replanter des arbres un peu partout. Sœur, on l'a fait labelliser Terre Saine, donc on a arrêté les pesticides depuis 2017. Donc d'ailleurs, on est la seule commune de Côte d'Or labellisée Terre Saine. Et donc, on a vraiment voulu remettre de la végétation et du lien social au cœur de la ville, c'est-à-dire refaire des points d'ancrage où les gens peuvent se retrouver, par exemple sur les quais. En plus, on fait face à une problématique. Nous, on est en zone rouge au PPRI, donc en zone inondable. Et donc, quand on a fait le projet des quais, on a pensé à mettre une guinguette. C'est un gros container qu'on a complètement équipé. Et puis, on met un gérant dedans sur plusieurs années, quoi. On fait un appel d'offres pour trouver un restaurateur, en fait. Hein. Et donc, on a fait ça et ça a pris. On a mis des toilettes écologiques. On vient de partout dans toute la France pour voir les fameuses toilettes écologiques de Sœur parce que ça fonctionne et ça sent rien. Donc, c'est un peu fantastique pour une fois. Donc, voilà, j'étais encore, mais il y a 2 semaines, il y avait encore une commune de Haute-Saône, dans le 70, qui venait voir les quais qu'on avait fait parce qu'ils ont un projet pas similaire, mais on va dire un petit peu dans le même sens. Et puis, aujourd'hui, ils remettent des arbres. Nous, on a enlevé 8 arbres qui étaient foutus. On a fait un diagnostic sur nos arbres pour refaire les quais. On a replanté 19. On a remis de la végétation partout. Et partout où on le fait, on met des plantes vivaces. On fait attention à la gestion de l'eau. On a remis des cuves de récupération. On tire quasiment pas d'eau du réseau. Hein. Donc, c'est quand même hyper important. Et du coup, je me dis, vous me dites, faut faire des économies ou en tout cas, faut faire gaffe, en tout cas, très attention à la gestion des finances publiques. Mais ça coûte vachement beaucoup d'argent, non? Ah, ça coûte beaucoup d'argent. Mais justement, l'avantage d'avoir fait une étude pré-opérationnelle sur ce schéma de revitalisation a fait que tous les partenaires ont cru à la stratégie et nous suivent. Donc quasiment si je prenais le projet des quais, 1 200 000, j'étais subventionné à 80%. Sur le centre-ville, pareil, à 80%. Alors par contre, il faut se bagarrer pour aller chercher le maximum, pour vraiment être convaincant, pour dire voilà, le projet qu'on fait là, je vous garantis que dans tant de temps, on aura les garanties. C'est compliqué à dire, mais c'est quoi les garanties? La motivation, etc. Mais aujourd'hui, moi, tout ce que je sais, c'est que quand on a refait le centre-ville et les quais, j'avais quasiment 24 pas de porte de ville au centre-ville. Donc, on peut dire quasiment un commerce sur 2 était fermé. Aujourd'hui, il m'en reste 5 de vide. Donc, les commerçants sont revenus. On a un magasin de robes de mariée. Les gens viennent de partout pour acheter une robe de mariée. Enfin, il y a des choses comme ça qui étaient impensables avant qu'on fasse ce projet. Et depuis, on arrive même à être surpris. Aujourd'hui, je peux lancer un appel avec votre caméra. Je recherche un boucher. Et je fais n'importe quoi pour installer un boucher dans la commune. On a réussi comme ça. On a 3 boulangers, 3 pharmacies. On a 8 médecins généralistes. Et là, je suis en train, sur un futur projet avec mon équipe, de monter une 2e maison médicale, parce que justement, notre maison médicale, la première maison médicale qui est privée, elle est extrêmement dynamique avec des médecins qui forment d'autres personnes. Aujourd'hui, ils sont à l'étroit, ils peuvent pas étendre sur site la maison médicale. Donc, on est en train d'en construire une 2e, et on a déjà 2 médecins généralistes supplémentaires qui sont prévus pour s'installer en 2026. Donc, comment vous faites pour attirer des gens comme ça? Alors que moi, le bruit constant que j'entends, c'est impossible de revitaliser nos campagnes, etc., etc. Je pense que la première chose, c'est arrêter de parler de ce qui va mal. Parce que partout, on entend ce que veut la presse, c'est des faits divers. Voilà, des faits divers, il y en a dans ma commune. Si on parle que des faits divers, comment vous voulez donner envie aux gens de venir s'installer? La communication, c'est important. Nous, on a mis un grand axe sur la communication. Et puis, pour montrer que la ville, vous savez, quand vous êtes on a la chance d'avoir la rivière, la Saône qui passe là. On a la chance d'avoir 17 clubs sportifs. On est labellisé ville la plus sportive de Côte d'Or dans notre catégorie d'habitants. Et c'est une richesse. 17 clubs sportifs, 1500 sportifs. Ils viennent pas que de la commune de 2400 habitants. Tous les villages alentours, le bassin Vie, c'est 12 000 habitants. Il faut faire en sorte que le pôle de proximité que nous sommes soit fort pour que les gens aient envie de venir. On a rénové, en même temps qu'on faisait les travaux de rénovation des centres-bourgs. Moi, j'avais une salle qui était de 1970. On a complètement rénové. On a mis 2 millions pour rénover la salle. On a été chercher 70% de subvention. Et il y a quoi dans cette salle maintenant? Comment? Vous faites quoi dans cette salle? Dans cette salle, par exemple, grâce à cette rénovation-là, on a un club de badminton qui s'est formé. Ça n'existait pas dans la commune. Il y a 80 adhérents de bad. Aujourd'hui, on a 2 salles multisports dans notre commune. Tous les créneaux sont pris. On a du futsal, on a du tennis, on va avoir du handball, du basket, etc., etc.
Donc tout ça, ça concourt. Et puis on a une base de loisirs dans le camping municipal de la plage, en fait. On a une base de loisirs avec club d'aviron, club de ski nautique, club de kayak. Donc en fait, on a tout pour faire. Si on veut faire du sport santé à Sœurs, venez chez nous. Et en plus, on a les médecins. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. On a le droit de se casser la jambe. Tout va bien. Et non, et c'est super intéressant. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est la manière dont vous avez fait en sorte de revitaliser la commune. Et en fait, avec tous ces clubs qui se créent, ça fait quoi? Ça crée du lien social, ça crée. Oui, bien sûr. Ça attire des gens aussi de l'extérieur, du tourisme. Enfin, que ça fait quelque chose. En fait, c'est un tout. En fait, quand vous êtes dans un club sportif et que vous vous sentez bien, bah, vous en parlez à votre voisin, vous en parlez à votre frère, à votre sœur, etc. Et en fait, le bouche-oreille, je pense que c'est le meilleur vecteur et c'est le meilleur communicant en fait pour entre guillemets mettre en avant la commune. Si vous avez des gens qui sont satisfaits, on perdait des habitants, on commence à en gagner. Donc tout ça, c'est une machine qui est vertueuse, mais ça prendra du temps. Et puis la démographie est en baisse nationalement, la démographie est en baisse. Donc maintenant, on a une zone d'activité à développer. Maintenant, je vais mettre trop d'énergie pour développer 7 hectares de zone d'activité. Parce que si on veut ramener des familles, hein, si, le constat aussi, je vous donne un chiffre qui parle de lui-même. Il y a 4 écoles dans la commune. On a un pôle scolaire de 6 communes avec 5 communes environnantes. En 2014, 408 enfants. En 2024, 280. Donc, on voit la chute. Et donc, il faut réattirer des familles. Donc, pour attirer des familles, ben, il faut qu'on ait des médecins. Ça, c'est la première des choses. Hein. C'est vrai que je comprends, je compatis parce que je l'ai vécu. Hein. Quand Sœurs est passé jusqu'à 4 médecins, que vous avez des listes d'attente énormes et qu'on vous appelle, et les médecins, ils donnent tout le mal possible. Hein. Et bien, aujourd'hui, travailler tous ensemble, ça c'est important. Quoi. Vraiment, on travaille ensemble. La deuxième maison médicale, on l'a vraiment fait en conjointement avec l'architecte, avec les médecins, avec les infirmières qui sont dedans. On a même un échographe qui doit arriver. Donc, on l'a fait vraiment avec. Et quand on a fait de cette revitalisation de centre-bourg, on l'a fait avec les commerçants, parce qu'il fallait qu'ils adhèrent. Quand vous bloquez un centre-ville pendant 8 mois où il n'y a plus une voiture qui passe, où vos commerces étaient en train de tomber, vous vous dites je vais faire tomber le dernier. J'en ai un qui est tombé pendant les travaux, mais qui était quand même pas en bonne situation déjà avant qu'on commence les travaux. Les autres, ils ont résisté. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils ne reviendraient pas dans l'état où était la ville avant. Aujourd'hui, ils sont bien contents qu'on ait rénové le centre, qu'il y ait de la végétation, même si on a enlevé des places de parking. Les gens, quand il y a des terrasses, ben, ils reviennent, ils se parlent, etc. Puis on a créé des petits parkings juste aux extérieurs de la ville, mais pas très loin. On a racheté des vieilles bâtisses. On en a fait démolir une pour pouvoir construire un parking de 12 places. Ben, tout ça, on l'a expliqué aux habitants. Et il y avait des ateliers participatifs où les gens... Alors, c'est très long. Quand vous êtes maire, moi qui suis commercial, j'aime bien qu'on signe des contrats. Alors, quand vous faites déjà 1 an et demi d'études préopérationnelles, vous mettez tout le monde autour de la table et vous vous dites, ça fait 3 ans que je suis élu, j'ai encore rien fait. Enfin, quand je dis rien fait, on faisait des petits travaux à droite à gauche, on n'a pas fait de projet d'ampleur. Et du coup, on a tout enchaîné. Depuis 2019, tous les ans, on a 1 voire 2 grands projets. Et on va continuer là encore. Hein. On a déjà mis... Le secret, c'est d'en lancer plein tout de suite quand on commence pour en avoir sur le fil de l'eau pendant... En fait, si j'aurais un conseil à passer, c'est toujours d'avoir un projet d'avance. En fait, là, par exemple, moi, on est en 2024. J'ai déjà des projets jusqu'à fin 2026. Okay. Je me demande comment je vais arriver à les financer. C'est ça mon problème aujourd'hui. Voilà. Mais par exemple, avec la région, j'ai déjà signé un contrat, ce qu'on appelle C2R, c'est le contrat ruralité... centralité rurale en région. Et donc, on a une enveloppe déjà de 500 000 € qui est bloquée pour faire un projet, justement. Je vous ai parlé de la rénovation du centre-ville, des quais. Là, maintenant, on veut reconnecter les deux, on veut refaire l'intérieur, où on a des bâtiments qui sont classés monuments historiques, et on veut refaire les sols aussi, remettre de la végétation, refaire les parkings différemment, intégrer des cuves de récupération d'eau dans les sous-sols de la mairie, et remettre de la végétation qu'on puisse arroser automatiquement, parce que l'idée, c'est de ne pas creuser le déficit de fonctionnement, donc faut pas embaucher plus de personnes, on maintient l'existant. Eh bien, si on peut automatiser avec des cuves de récupération qui sont dans la commune, ça coûte beaucoup plus cher. Et en fait, c'est ça, il faut pas renier l'investissement. Des fois, on hésite à dire, bah non, les 20 000 là, on va pas les mettre. En fait, il faut les mettre en investissement, parce que vous allez les récupérer sur 4-5 ans, vous en récupérez 2 fois plus sur le budget de fonctionnement. Et ce que vous économisez sur le fonctionnement, bah, vous permettre de réinvestir dans les prochaines années. Donc, la clé, elle est un peu là. C'est compliqué à mettre en place. Il faut se bagarrer. Je crois que moi, tous les collègues qui sont dans des grosses collectivités ou même à l'État, ils connaissent tous mon nom. C'est quand j'ai besoin de subventions, je les harcèle, je les lâche pas. Bon, ça fait beaucoup de projets, tout ça. Mais vous faites quoi? Vous avez du temps libre? Vous arrivez à vous en sortir? Enfin, c'est quoi votre vie là? On va dire que le temps libre, c'est ce qui est un petit peu plus compliqué. Les journées sont... C'est vrai que j'ai gardé mon travail. Alors bien sûr, je prends des jours non rémunérés auxquels je peux prétendre lorsqu'il y a des...
Si je parlais par exemple d'une session régionale, forcément, là, quand on est bloqué 2 jours pour le budget non-stop, je prends 2 jours non rémunérés. Donc voilà, j'essaye de jongler avec ça. Le télétravail en 2020 a permis que je me présente à la région. Il n'y aurait pas eu le télétravail, c'était pas forcément reconnu chez nous au départ. Là, le fait de l'avoir multiplié, les Visio Teams, moi j'ai 4 départements à ma charge dans le développement du colis, donc si je dois partir à Nevers pour un contrat à 500 balles, ça vaut pas le coup. Si je peux le faire directement au téléphone ou via Teams en expliquant bien les choses à la personne, c'est aussi bien. C'est moins de risques déjà pour la santé sur la route, tout ça. Et tout ça, les mœurs sont évoluées là-dessus, donc je trouve que c'est plutôt bien. Une meilleure méthode d'organisation voilà. En tout cas, hein. Et ça, faut toujours, par contre, c'est ça, c'est la méthode d'organisation de travail, c'est toujours jongler entre les agendas, parce que là, ça me fait 4 dans 5 agendas, donc je suis toujours avec 2 téléphones et en train de jongler sur mes agendas. Mais bon, je pense que c'est Et c'est quoi? C'est une passion quand même, non? je pense que oui, honnêtement, si vous faites maire aujourd'hui, il faut pas y aller parce qu'il y a personne. Il faut y aller parce que vous en avez envie. Moi, ce qui me tient, c'est parce qu'on a des projets. Si demain j'avais plus de projet pour la commune ou j'arrivais plus à les financer, parce qu'il faut maîtriser aussi le budget. Nous, moi, je suis maire depuis 10 ans, on a augmenté 3 fois les impôts, 3 fois 3%. Donc c'est pas énorme sur 10 ans. Ça fait moins de 1% par an. Vous voyez, c'est pas énorme. Par contre, on l'a fait à chaque fois, quasiment en début de mandat. Et j'expliquais, voilà les projets qu'on va lancer. Il faut faire accepter là aux impôts. C'est pas facile. Mais en réunion publique, c'est toujours aux gens. Voilà, on va augmenter en arrivant. Par contre, ces 3 points, ils nous rapportent de temps par an. Et sur le cumul des 6 ans, ça nous rapportera peut-être 200 000 euros. Avec ces 200 000 euros-là, on aura fait un projet. Et un reste à charge. Vous faites un projet d'1 million, vous allez chercher les subventions, il vous reste 200 ou 300 000 euros de reste à charge, et vous le financez par ce biais-là, mais après par beaucoup d'autres économies. Ça, c'est un exemple que je donnais, mais on peut pas mettre une pression fiscale démesurée, quoi. Et très cool. Si vous aviez un conseil, une petite bouteille à la mer là, à donner aux gens qui veulent s'engager en tant que maire ou qui hésitent à s'engager en tant que maire aujourd'hui, ce serait quoi? Je dirais, n'ayez pas peur de vous engager si vous en avez envie. Quelqu'un qui hésite, qui a pas il faut entre guillemets avoir la fibre. Moi, je dirais qu'on est comme un chef d'entreprise quand on est maire, en fait. Moi, ma commune, c'est un budget de 6 millions, un peu plus de 6 millions d'euros entre l'investissement, le fonctionnement. On a les responsabilités à la communauté de communes, puisque les deux doivent travailler ensemble. Donc, il faut vraiment avoir envie de se battre et croire en ce qu'on veut faire demain de notre commune. Et surtout, faire adhérer la population. Parce que quand vous faites des réunions, quand on est maire, on a des bureaux d'études, on a des collègues, on monte un programme électoral, puis on se dit on va essayer de s'y tenir. Mais il faut qu'il soit adopté de la population, le programme électoral. Donc après, c'est bien de coucher des choses sur un papier, mais au début du mandat, moi j'ai fait des réunions de quartier, je dis voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Puis dans ces réunions-là, il y a des gens qui sont très intelligents et ils vous donnent des petites astuces supplémentaires. Et donc, moi j'ai fait par exemple de la démocratie participative. Dans les commissions municipales, par exemple, si dans une commission j'ai 10 personnes, j'aurai maximum 5 élus, 5 non-élus. Il n'y aura jamais plus de non-élus que d'élus quand même, si ces élus soient là. Mais on a fait de la démocratie participative. Mais quand vous gérez une commission de travaux, les gens qui viennent dans la commission de travaux, c'est pas des gens qui viennent parce qu'ils ont envie d'être dans la commission de travaux. C'est parce qu'ils ont peut-être une appétence dans les travaux, ils ont des idées, ils sont dans le BTP. Et puis ils vont vous apporter des connaissances que vous n'avez pas. Ça me donne pas le conseil. Ça, c'est une richesse. Ça me donne pas le conseil. Ça en peut être un pour les collègues de dire ouvrez vos commissions, ne restez pas en cercle fermé avec les élus, mais prenez des gens de la société civile qui vont venir vous aider. Ce sera des bénévoles comme dans les associations. Alors c'est compliqué à en trouver, mais moi dans toutes mes commissions j'en ai. Et ça fonctionne. Mais il faut les intéresser et les intégrer au projet. Et donc du coup demain, je dois m'attendre à quoi si je deviens maire en fait? Si vous aviez un truc, si je vous dis je vais être élu, c'est bon, j'ai été élu maire là. Ouais. Ce serait quoi votre truc? Vous allez me dire ok, alors attention, si vous deviez me coacher me préparer. Il faut que vous soyez en mouvement perpétuel. Il faut toujours se réadapter parce que les lois changent et c'est ce qu'on reproche. Là, j'étais à l'Assemblée générale tout à l'heure, j'y ai passé 2 heures. C'est ce qu'on reproche au gouvernement, c'est que ça change. Les entreprises, elles vous disent la même chose. Les normes changent tout le temps, on n'arrive pas à s'en sortir. Aujourd'hui, vous montez un projet. Si jamais vous l'avez pas fixé dans les 2 ans, si vous êtes prêt à y aller 2 ans après, votre projet a changé parce que les normes ont changé. Et ça va tellement vite, il faut tout le temps se réadapter. Mais à un moment donné, ça use, quoi, parce que des fois on se dit on n'en peut plus, quoi. Parce qu'on n'a pas toujours des bureaux d'études derrière. Mais il faut donc être agile, en fait, agilité, et puis saisir les opportunités, parce que ça c'est
Ça, c'est le plus important. Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup. Et bonne fin de salon des maires et puis de congrès surtout. Eh ben, merci à vous. Des bonnes choses, En tout cas, voilà, moi, j'ai fait des belles découvertes encore aujourd'hui. J'ai quelques adresses déjà grâce au salon. Déjà 1 ou 2 projets qui fourmillent dans ma tête qu'on avait échangé avec les élus. Et je pense que budgétairement, c'est moins élevé que ce que je pensais. Donc, il y a peut-être des pistes à trouver. On va peut-être innover encore 2-3 petites choses. En tout cas, C'est l'intérêt du salon. J'ai qu'à vous souhaiter plein de bons projets en tout cas. Merci à vous en tout cas. Merci.